à toutes et à tous. Après l'analyse des points de fuite superficiels lors du 7e épisode, cette nouvelle session abordera l'étude des autres points de fuite, puis présentera un cas clinique qui permettra de replacer toutes les données cliniques et échographiques abordées antérieurement dans un contexte d'algorithme décisionnel. After the analysis of the superficial link points during the 7th episode, this new session will address the study of the other link points, then we'll present a clinical case that will allow to replace the previously discussed clinical and ultrasound data in a decision-making algorithm context. Je vous laisse écouter les 20 minutes d'enregistrement du docteur Philippe Lemal, puis nous nous retrouverons avec nos deux experts pour la partie questions-réponses. I will let you listen to the 20 minutes recording of Dr. Philippe Lemal. Then we'll meet our two experts for the Q&A session. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, il s'agit du premier épisode de la 3e et dernière saison de cette formation sur la varicose pelvienne, soit le 8e épisode sur les 10 prévus. Dans la dernière partie de ce 4e épisode dédié aux explorations ultrasonores, nous présenterons un cas clinique qui permettra, du moins je l'espère, de replacer toutes les données cliniques et paracliniques que nous avons abordées de façon morcelée au cours des 7 premiers épisodes dans un processus décisionnel logique. Dans l'épisode précédent, nous avons vu l'exploration des points de fuite superficiels, à savoir les points inguinaux et périnéaux. Et aujourd'hui, nous allons voir comment suspecter les autres points de fuite anatomiquement plus profonds qui extériorisent le reflux des autres afférents des veines iliaques internes. Au risque de me répéter, je vous propose à nouveau cette définition d'un point de fuite qui est l'expression de l'inversion du flux veineux dans une voie de drainage anatomique. Mais tous les points de fuite ne sont pas équivalents et il est important de comprendre que ce terme générique correspond à des entités anatomiques différentes. Pour ma part, je distingue les points de fuite profonds et les points de fuite superficiels. Et pour bien comprendre un petit organigramme, cela faisait longtemps que je ne vous en avais pas proposé. Les points de fuite superficiels que nous avons vus lors du précédent épisode correspondent à la connexion d'une veine extrapelvienne, veine périnéale ou inguinale, vers son tronc de drainage intrapelvien. La zone de passage est donc superficielle et facile à examiner en échodoppler au niveau du périnée ou du pli inguinal. Mais la disposition anatomique n'est pas la même pour les autres points de fuite. Déjà, il faut bien avoir en tête que les afférences extrapelviennes de la veine iliaque sont des troncs veineux intrapelviens. Seules leurs afférences sont extrapelviennes. Et ces points de fuite correspondent donc à une connexion entre deux veines intrapelviennes. Ils sont donc profonds et plus difficiles à examiner en échodoppler. Anatomiquement, les veines glutéales se drainent dans la veine iliaque interne au niveau de la grande échancrure ischiatique, au-dessus du muscle piriforme pour la glutéale supérieure et au-dessous pour la glutéale inférieure, comme la veine pudendale d'ailleurs. C'est donc vraiment profond et pas facile à explorer en échodoppler. Pour autant, tout n'est pas perdu, car rappelons-nous des afférences de la veine glutéale inférieure. Vu comme cela, c'est impressionnant, mais il faut juste se rappeler que la veine glutéale inférieure draine les fesses, les cuisses et les veines satellites du nerf sciatique. Et donc, en cas de reflux, elle peut alimenter des varices des fesses, des cuisses ou une varicose du nerf sciatique. Et cela tombe bien car cette dernière est facile à rechercher quand on sait comment faire. Nous avions proposé il y a bien longtemps, en 2001, une sémiologie échographique de la varicose du nerf sciatique
basé sur la théorie de l'embryogénèse neuroveineuse du professeur Claude Gillot, qui reste pour moi le référent absolu de l'anatomie veineuse superficielle. Cette définition a été complétée par le docteur Stefano Ricci en 2005. Mais avant d'aborder l'étude de cette varicose un petit peu particulière, un rappel sur la structure anatomique d'un nerf, il nous permettra de mieux comprendre son aspect échographique. Un nerf périphérique se compose de deux éléments, à savoir la fibre nerveuse elle-même, prolongement donc du corps neuronal, et le tissu de soutien subdivisé lui-même en trois structures. L'endonerve, structure fibreuse autour de chaque fibre nerveuse. Le périnerve, structure fibreuse autour d'un fascicule formé de plusieurs fibres. Et l'épinerve, dont la structure externe entoure le nerf lui-même. Et pour mieux comprendre de quoi nous parlons, ces très belles illustrations issues du site qui est référencé en bas, avec l'endonerve autour de la fibre, le périnerve autour d'un fascicule et la couche externe de l'épinerve autour du nerf. Et l'écho-anatomie d'un nerf est directement liée à sa structure anatomique que nous venons de décrire. En coupe longitudinale, le nerf aura un aspect fibrillaire, car l'épinerve et le périnerve sont hyperéchogènes, alors que la fibre nerveuse et l'endonerve sont hypoéchogènes. Et cela se traduira en coupe transversale par un aspect en nid d'abeille. Et en échographie, cela donne ceci. À gauche, donc l'aspect fibrillaire du nerf brachial en coupe longitudinale, l'aspect en nid d'abeille de ce même nerf mais en coupe transversale, et à droite, toujours un aspect de nid d'abeille en coupe transversale, donc, mais du nerf ulnaire. Le nerf sciatique se divise habituellement à la partie supérieure du losange poplité, parfois plus haut ou plus bas, et ces deux branches terminales sont le nerf tibial dans son prolongement médian et le nerf fibulaire commun qui chemine à la partie latérale du creux poplité. Ce qui donne échographiquement en coupe transversale, donc au-dessus de la division du nerf sciatique, l'aspect fibrillaire du nerf sciatique qui est situé donc en dehors de la veine poplitée. Et si on descend la coupe au-dessous de la division du nerf sciatique, une belle image ici du nerf tibial qui est au contact de la face postérieure de la veine poplitée et qui est entouré par la jonction saphéno-poplitée. Il existe plusieurs types de varicose du nerf sciatique, mais sans rentrer dans les détails, il faut retenir qu'en dehors des veines embryonnaires persistantes, qui correspondent à la non-involution des plexus nerveux embryonnaires, il peut se développer des varices le long de la gaine du nerf sciatique et de ses branches terminales. Et le reflux est ici très bien visualisé dans la structure fibrillaire située en arrière de la veine poplitée et qui correspond à une coupe longitudinale du nerf sciatique. Et si on descend la coupe au niveau de la division nerveuse, on voit que le reflux se prolonge vers les veines de la gaine du nerf tibial au centre et celle du nerf fibulaire commun en dehors. Et on peut voir parfois au contact du nerf, autour de la gaine ou dans la gaine, des structures veineuses très dilatées, contournées. Et ces veines dystrophiques le long des gaines nerveuses sont toujours refluentes, comme on peut le voir ici, en mode puissance directionnelle. Et pour finir sur le sujet de la varicose du nerf sciatique, je vous propose un critère pathognomonique de reconnaissance de cette varicose, ce qui n'est pas si fréquent en échographie. Lorsqu'au pli du genou, vous enregistrez un reflux sur un tronc tubulaire situé en dehors de la petite veine saphène, à une distance de 20 à 25 mm, il s'agit toujours d'un reflux
des veines de la gaine du nerf fibulaire, lui-même alimenté par un reflux des veines de la gaine du nerf sciatique. Ce qu'il faut retenir de cette longue digression est que dans un contexte de varicose pelvienne, une varicose du nerf sciatique peut être un signe indirect d'un reflux de la veine glutéale inférieure. Nous allons aborder maintenant un deuxième signe indirect d'un reflux d'un autre afférent profond de la veine iliaque interne. Il s'agit du reflux des veines rectales qui peut être associé à un reflux de la veine pudendale médiale et nous allons voir pourquoi. Il existe plusieurs veines rectales, une veine rectale supérieure et des veines rectales moyennes et inférieures, droite et gauche. Et comme d'habitude, tous ces plexus veineux rectaux sont interconnectés. Si on reprend l'organigramme que je vous avais présenté lors du deuxième épisode, on voit que les plexus hémorroïdaires internes se drainent vers la veine rectale supérieure, alors que les plexus hémorroïdaires externes se drainent vers les veines rectales moyennes et inférieures. La veine rectale supérieure se draine dans la veine mésentérique inférieure et in fine donc dans le système porte, alors que les veines rectales moyennes et inférieures se drainent in fine dans le système cave, soit directement via la veine iliaque interne en ce qui concerne la rectale moyenne, soit d'abord dans la veine pudendale médiale, puis iliaque interne en ce qui concerne la veine rectale inférieure. Et comme tous les plexus sont interconnectés, il existe une anastomose portocave au niveau des plexus veineux rectaux. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, ce qui est à l'ordre du jour, c'est que lorsqu'il existe dans un secteur pelvien un reflux et que celui-ci atteint soit la veine rectale moyenne, soit la veine pudendale médiale, il peut être responsable de varices du canal anal, voire des hémorroïdes externes et ou internes. L'examen de la sphère anale est un argument supplémentaire pour systématiquement utiliser la voie périnéale. Pour rechercher les points de fuite périnéaux, la sonde est déjà placée au niveau de la vulve. Il suffit de faire une translation postérieure de cette sonde vers le périnée postérieur, donc pour obtenir cette image caractéristique de l'anus que nous allons voir. L'anus en échographie se présente sous une forme arrondie avec un liseré hypoéchogène en périphérie et en son centre une zone échogène avec des bords irréguliers qui correspondent au repli de la muqueuse anale. Deux autres exemples de cet aspect échographique univoque et avec à gauche un aspect plissé de la muqueuse anale qui est particulièrement net. Et vous allez donc rechercher un reflux dans cette zone anale provoqué par les manœuvres d'hyperpression abdominale, en particulier la manœuvre de Valsalva. Et ce reflux existe lorsque vous visualisez une inversion du flux lors de ces manœuvres, comme ici en avant du canal anal. Un autre exemple, vous repérez donc l'air anal et sur les diapos là, de gauche à droite, vous voyez qu'on a enregistré un flux spontané en avant du canal anal, un reflux provoqué important lors des manœuvres d'hyperpression veineuse abdominopelvienne et le flux de drainage majoré lors de l'arrêt des manœuvres. Et un dernier exemple en live, à la partie antérieure de la région anale, on visualise des flux veineux et artériels spontanés et lors des manœuvres, un important reflux veineux dans cette même région. Le voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un contexte de varicose pelvienne,
Un reflux enregistré dans la région anale peut être un signe indirect de reflux de la veine rectale moyenne ou un reflux de la veine pudendale médiale via la veine rectale inférieure. Et maintenant que nous avons fait le tour de l'exploration ultrasonore de la varicose pelvienne, nous allons pouvoir compléter notre algorithme décisionnel. Soit cette exploration est normale et il n'est pas utile de continuer le bilan veineux pelvien. Au contraire, si cette exploration est pathologique et a mis en évidence des varices pelviennes dilatées et des points de fuite, et si cette varicose est symptomatique à l'étage pelvien ou à celui des membres inférieurs, alors il est licite de proposer une phlébographie pelvienne en intention de traiter. Mais si cette exploration a aussi montré des critères en faveur d'un syndrome obstructif, alors il faudra le confirmer ou l'infirmer par une imagerie de coupe, angioscanner préférentiellement ou angio-IRM. Pour illustrer cet algorithme décisionnel, le cas clinique d'une patiente de 34 ans, 4 grossesses à terme, adressée par un confrère vasculaire pour un bilan veineux pelvien, car il a mis en évidence une alimentation périnéale de la varicose du territoire de la grande veine saphène. On retrouve une hérédité varicosepar la mère et pas d'antécédents thromboemboliques chez cette patiente et dans la famille. La symptomatologie décrite par la patiente est surtout marquée par une aggravation des douleurs du membre inférieur droit lors des cycles, une pesanteur périnéale lors de l'orthostatisme prolongé et dans les périodes postcoïtales, et il existe des varices vulvaires importantes, persistantes depuis la 3e grossesse. Nous allons faire la synthèse des épisodes précédents. Donc, première étape, la recherche de varices latéro-utérines et paramétriales par voie abdominale. Et à l'évidence, ici, elles sont bien présentes. Chez cette patiente, la voie abdominale était déjà très contributive, mais la voie périnéale confirme la présence de varices latéro-utérines bilatérales, dilatées, et permet de mettre en évidence un reflux spontané, bilatéral lui aussi, prédominant à droite et aggravé lors des manœuvres d'hyperpression abdominopelvienne. Deuxième étape du bilan veineux pelvien, c'est d'établir le statut hémodynamique de la veine ovarique gauche. On la repère en regard du psoas, en coupe transversale et en coupe longitudinale, ici et ici. Et on met en évidence, en mode couleur et en mode pulsé, un reflux spontané, permanent, mais qui reste modulé par la respiration. L'examen à droite est un peu plus compliqué du fait de l'aérocolie, mais on arrive malgré tout à identifier la veine ovarie droite au niveau du psoas, en coupe transversale ici, en coupe longitudinale, mais sans mettre en évidence au niveau de cette veine un reflux veineux spontané ou provoqué. Troisième étape de ce bilan veineux pelvien, c'est de rechercher une compression veineuse. En décubitus, la veine rénale gauche est laminée au niveau de la pince aorto-mésentérique, mais cette compression est juste positionnelle puisqu'elle se lève en position assise et on retrouve ici un espace aorto-mésentérique de 8 mm, une veine rénale dans la pince aorto-mésentérique de 4 mm. Et si on fait le rapport de la veine rénale gauche en amont et au niveau de la pince, il est inférieur à 3. Par ailleurs, chez cette patiente, il n'y avait pas de compression veineuse iliaque. Quatrième étape du bilan, c'est de rechercher des points de fuite. Ici, on a un point périnéal gauche très dilaté, 6 mm en décubitus, avec un reflux spontané sur la diapo du milieu et qui était encore aggravé sur la diapo de droite lors des manœuvres d'hyperpression veineuse. Il existe un point périnéal très dilaté à droite, 8 mm en décubitus. D'ailleurs, un tel diamètre est assez rare en pratique. Et là encore, il existe un reflux spontané. Et en live, la visualisation du reflux spontané des deux veines pudendales médiales
qui s'extériorise par 2 points de fuite périnéaux, plus importants à droite. Par ailleurs, pas d'autres points de fuite mis en évidence chez cette patiente, pas de point de fuite inguinale, pas de varicose sciatique, pas de varicose anale. En conclusion, le bilan veineux pelvien que nous avons pratiqué nous permet d'affirmer qu'il existe bien une varicose latéro-utérine bilatérale, que celle-ci est alimentée au moins par un reflux spontané, permanent de la veine ovarique gauche, mais qui reste modulé par la respiration, qu'il existe une compression de la veine rénale gauche, mais qu'elle est uniquement positionnelle, qu'il n'y a pas de compression veineuse iliaque, qu'il y a un reflux des 2 veines pudendales médiales, sans autre point de fuite mis en évidence. Par ailleurs, donc, cette typologie de varicose pelvienne est cohérente avec la symptomatologie décrite. Donc, il est licite de proposer chez cette patiente une phlébographie pelvienne sélective en intention de traiter. Et si on replace notre cas clinique dans l'algorithme décisionnel que je vous ai proposé, on obtient cela et l'indication de la phlébographie pelvienne chez cette patiente est donc cohérente avec l'algorithme proposé. Ainsi se termine ce 8e épisode qui finalise le cycle sur l'exploration ultrasonore de la varicose pelvienne. Il nous reste à aborder lors des deux derniers épisodes la place des autres examens complémentaires et le bilan veineux pelvien après embolisation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Thank you, Philip, for this very, very clear. Thank you, Philip. Bonjour. How are you? Ça va? Merci pour ce clair exposé, toujours si bien illustré. Thank you, Philip, for your very, very clear talk and this very, very pertinent clinical case show us that it's quite complicated to audit all that varicoses and pelvic vein network. Let's have you some questions for Philip, because we have to profit of his expertise and knowledge in that field, which is delicate. Je disais, est-ce que vous avez des questions pour Philippe, qui est quand même l'expert, hein, qui va pouvoir nous éclairer dans ce réseau complexe des varices pelviennes? Parce que j'avoue que c'est quand même ardu quand même, hein. C'est quand même ardu. It's quite hard, quite hard. Oui, c'est compliqué parce No que questions? Oui? non, je disais que c'est compliqué à explorer parce que tous ces réseaux communiquent entre eux. C'est ça qui rend compliqué les choses et puis les vasculaires, historiquement, n'ont pas cette connaissance de ce réseau veineux, donc il faut faire un petit pas de côté. Yes, Philippe told us that in fact it's complicated because all this network is interconnected, and vascular practitioners are not always aware about all this complexity. So, Philippe, on a bien compris que la stratégie pour effectivement déterminer les explorations complémentaires, IRM ou phlébographie, était vraiment basée sur cette approche très, disons, successive et vraiment très précise de l'exploration de ce réseau. Et donc, J'ai perdu le son. attends, je vais traduire. Philippe, that you have a decision-making algorithm to select the different
exploration to plan after that echo Doppler exam. So you every time you do the same pathway and the same, let's say, specific approach. Voilà. Vous pouvez répondre. Oui. Donc là, j'ai un petit problème de connexion, mais j'ai bien compris le sens de la question. Oui, je respecte toujours cette marche à suivre, c'est-à-dire que je suis très systématique, c'est une espèce de checklist, donc j'ai perdu la connexion. Je ne sais pas si on m'entend? Non, non, Philippe, vous n'avez pas perdu la connexion, on vous entend très bien. C'est juste, monsieur El Halami qui de temps en temps est déconnecté parce que je crois qu'il est connecté sur son téléphone. Donc vous pouvez continuer, puis je pense qu'il va reprendre après. Peut-être qu'il a enlevé sa vidéo pour avoir un meilleur, passage. D'accord, donc l'idée, oui, c'est de toujours à chaque fois qu'on fait ce type d'examen, il faut suivre cette checklist parce que vous avez bien compris que les reflux peuvent venir de plusieurs endroits à la fois, donc il faut les rechercher de façon systématique, en commençant par la veine ovarique gauche parce que c'est elle qui est la plus fréquemment, qui participe le plus fréquemment dans la varicose pelvienne. Après, il faut avoir cette démarche d'aller chercher une compression parce que encore une fois, vous avez bien compris qu'une pathologie de reflux et une pathologie d'obstruction, c'est pas la même chose et ça aura pas les mêmes conséquences thérapeutiques. Et enfin, il faut rechercher les points de fuite, ceux qui sont faciles à chercher, les superficiels. Et puis après, essayer d'aller chercher des critères indirects pour penser qu'il existe un reflux sur les autres afférents. Donc il faut avoir cette démarche, systématique et en faisant cette démarche systématique, eh bien on décide ou pas d'aller plus loin, dans les explorations. Donc l'écho-Doppler est, je pense, vraiment l'examen, indispensable, nécessaire et suffisant pour savoir s'il faut continuer ou pas dans le bilan de la varicose pelvienne. So Philip confirmed that that checklist he proposed is mandatory because we have to systematically pay attention to all that reflex. It must be detected and to objective the leak points and the reflex and by the techniques with compression, different maneuvers. So we need again to check if there is any indirect criteria to follow that afferent vein. Bon, cette fois-ci ah ça y est, il revient. Je lui redonne la parole. Excuse me, do you hear me now? So, Oui, oui, c'est bon, monsieur El Halami. hello? C'est bon. Sorry, because the connection is really bad. So I said that, in fact, Philip thought it's really important to follow that pathway as he did to identify all the, let's say, the reflex and the leak points and the indirect criteria for the afferent vessels. Such systematic approach is mandatory, is necessary, that varicoses, and to check if there is need for any further examination, such as phlebography or MRI. I check if there's any other question in the chat. Nothing. So okay. So the case, the clinical case you have presented shows that in fact that kind of let's say clinical inconvenience is observed in very young ladies. So is there any mechanical approach, example, to propose to that patients to reduce that painful situation?